Ils veulent garder les colonies, ils veulent garder l'occupation. C'est ça qui est contraire au droit international, aux conventions de Genève. Moi, je suis un défenseur acharné du droit international qui est bafoué par Israël au point maintenant, après ce qui se passe à Gaza, de pouvoir être traité par des hauts fonctionnaires internationaux comme criminels de guerre. Moi, je crois qu'il faut quand même nuancer un petit peu. On parle du Hamas, mais sans vraiment préciser ce que c'est. Je crois qu'il faut peut-être un petit peu en donner un peu plus de substance. Bon, et commencer par dire que sur ces positions, il y a les positions idéologiques de base qui sont, en effet, dans la charte de 1988, qui est une charte quand même, comme vous l'avez dit, qui est quand même assez terrible à bien des égards dans les articles qu'elle contient, qui s'inscrit clairement dans la filiation des frères musulmans, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est tout à fait proche de l'Égypte, et donc généalogiquement, on comprend tout à fait ce lien. Mais ce qu'il faut voir au niveau de l'évolution, il ne faut pas uniquement, je crois, se focaliser aussi sur la charte, il faut aussi voir comment ils ont pu évoluer, et s'ils ont évolué, il faut se poser la question. Et à mon avis, ce qu'on peut dire sur l'opposition, puisque nous en avons parlé ici, par rapport à Israël, c'est que, très clairement, ils ne reconnaissent pas la légitimité de l'État. Mais ils sont prêts à une trêve de longue durée qu'ils appellent Houdna, qui peut durer 30 ou 40 ans. Donc c'est ça la possibilité d'ouverture. Il faut être assez clair sur ce qu'on a. Donc on est quand même dans un registre très différent du type d'accord qu'on essaie de négocier entre d'un côté les Israéliens et de l'autre côté l'autorité palestinienne, où là on est dans une reconnaissance mutuelle de légitimité. On n'est pas du tout dans le même type de registre entre Hamas d'un côté et Israël. Et ça c'est pour donner quand même le background aussi quand même du conflit actuel. Et on ne peut pas le comprendre si on n'intègre pas cette dimension-là. C'est pour ça que depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir, d'abord par les élections, en effet en janvier 2006, il y a exactement 3 ans, et ensuite par son coup de force en juin 2007, à Gaza, on a alterné les périodes de calme relative avec des trêves qui ont été négociées. Et de ce point de vue-là, le Hamas a été plutôt fiable dans le respect de la trêve. Grosso modo, bon, il y a eu évidemment des écarts de part et d'autre. C'est un point essentiel. Oui, ce que vous dites là, c'est essentiel. Mais bien sûr, je veux dire, il faut reconnaître que pragmatiquement, dans la gestion de tous les jours, il a su adopter des positions pragmatiques. Mais il a aussi su adopter, et on peut se poser la question pourquoi, et il n'a pas voulu reconduire formellement la trêve à la mi-décembre. Mon analyse, même si c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un mouvement qui est en grande partie clandestin, c'est que les courants plus radicaux ont pris le dessus au cours de l'automne, et une des raisons, c'est certainement qu'ils n'ont rien obtenu de tangible au niveau du blocus. Je dirais très rapidement, juste pour réagir à ça, je dirais que non seulement à Gaza, on n'a rien obtenu, mais même en Cisjordanie, dans les discussions avec Mahmoud Abbas, rien n'a été obtenu. En fait, on n'a jamais rien obtenu de rien. Et donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que vous excusez-moi, on n'a rien obtenu d'Israël, vous voulez dire? D'Israël, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, ni les uns ni les autres. La seule chose, c'est que les colonies de peuplement continuent en Cisjordanie. Au moment où on parle de trêve, elles se multiplient en Cisjordanie. Et le deuxième élément qui pourrait être ajouté à votre élément d'analyse, c'est que la deuxième des choses, c'est que ce qu'on entend à Gaza pendant la trêve, c'est qu'effectivement, il y a déjà des préparatifs en Israël de rompre la trêve et d'intervenir à Gaza. Ça, c'est entendu à Gaza. Nous, on n'a pas su à la fin de la trêve qu'Israël allait intervenir. On en a entendu parler déjà, même à l'extérieur, avant. Donc ce que vous dites, c'est qu'ils ne veulent pas reconduire la trêve. Ils entendent que du côté israélien, il va y avoir une intervention. Et cette intervention, on l'a aujourd'hui sous les yeux. A priori, que personne ne voulait reconduire la trêve. Les états-majors sont payés pour avoir de projets. C'est après les gouvernements qui donnent l'ordre. Donc le fait qu'il y avait des plans, ça ne veut rien dire. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Mais les états-majors ont des projets. C'est normal d'avoir un plan d'envahir le. Bien sûr. L'Union soviétique ils sont payés pour. avait des plans pour envahir la France. Ils sont payés pendant pour. les 40 années. Ils sont payés pour avoir des plans. C'est vraiment. Finissez, Guy, et je vous donne la parole. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que côté israélien, et je partage la critique, il y a un problème avec la colonisation. Il y a un grave problème. Alors, ce que je veux dire aussi, qu'il y a quand même des faits. C'est que d'un côté, Israël continue la colonisation, d'autre côté, elle a montré par 2 fois, avec l'Égypte en 82
et en Gaza en 2005, qu'elle est capable aussi de faire le contraire, de démanteler le colonie d'implantation. Et je pense que ce sont des points extrêmement importants, parce que l'autre grand empêchement, très grand empêchement, est malheureusement, à mon avis, que la société palestinienne est incapable d'avoir une synthèse nationale et d'imposer un compromis. C'est-à-dire que n'importe quelle force politique crédible n'a pas le choix que de s'aligner sur le plus radicaux. Autrement, tout part en éclat. Donc il y a deux empêchements. Il y a le problème de colonisation côté israélien, que j'ai montré que les Israéliens sont bien capables de surmonter. Ils sont quand même avant, pendant les négociations avec l'Égypte, Israël a continué, ils ont construit des maisons qui étaient démontées 12 ans plus tard. Donc Israël est bien capable, elle a montré avant qu'elle est capable. Le problème, c'est que les Palestiniens ne montrent pas de leur côté qu'il y a un gouvernement, un courant politique qui est capable de quelque chose qui n'est pas les dominateurs communs les plus larges et donc les plus radicaux. C'est un discours qui est aussi vieux que le conflit. C'est un discours colonial qui a une terminologie en apparence objective et une terminologie d'analyse sociopolitique. C'est un discours qu'on n'a pas arrêté d'entendre. Vous ne pouvez pas. Les Israéliens n'arrivent pas à comprendre que jusqu'à présent, s'il y a un partenaire qui a fait une concession et qui a été infiniment plus capable qu'eux, c'est le partenaire palestinien. Car c'est le partenaire palestinien qui, sans jamais il renoncera à savoir que la Palestine est sa patrie, c'est quand même le partenaire palestinien qui a accepté de la partager et qui a fait ce compromis historique. Et ça, Israël, à ce jour, n'a pas été capable de faire le moindre pas en termes de processus de paix et d'application des accords signés par tout leur gouvernement. Je ferme la parenthèse car on n'est pas là pour ça. On n'est pas là non plus pour faire... on est en train d'entrer dans beaucoup de sujets qui sont des sujets post-affrontement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est passionnant et très important de discuter de l'évolution du Hamas, sa nature, des tendances, des courants. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'extrême urgence. Oui. Notre problème n'est pas de savoir si le Hamas un jour négociera ou pas, si Israël un jour pourrait démanteler ses colonies ou pas. Nous avons un problème crucial, qui est un problème d'impunité absolue. Car il se déroule sous nos yeux un massacre de populations civiles. On ne peut pas discuter d'autre chose aujourd'hui. Il y a cette urgence et il y a une réponse à donner à cette urgence. Je vous dis deux choses. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, l'armée israélienne avait dans la journée opéré une percée qui avait un peu coupé une partie de la ville de Gaza, pas de la bande. Donc dans les 360 km, il y a une ville, la ville a été coupée. Bon, avec la densité que je vous dis, et cette ville, cette portion de la ville, s'est retrouvée totalement encerclée, puisque les Israéliens sont dans la mer, au nord, du côté d'Erez, à l'est, et il y avait donc un couloir qui a été ouvert par des unités spéciales de l'est vers l'ouest, vers la mer. Cette nuit-là, à l'aube, l'état-major israélien annonce que son aviation a fait 170 raids aériens. Vous réalisez ce que ça veut dire ? Et avec cette espèce de truc tout à fait gentil, vous savez, on leur a téléphoné pour leur dire d'évacuer leur maison, et on a dit à la population civile de partir. Mais elle partirait où, la population civile? Elle va où? Elle se jette dans la mer? Elle va où? Ça, en plus, vous réalisez ce que c'est? C'est un bidonville. Vous savez ce que c'est un tapis de bombe? 170 raids aériens? Alors pourquoi sur 1 c'est une riposte d'habitants, il n'y a que 300 ou 400 morts civils? Si l'armée la plus puissante du Moyen-Orient essaie d'éliminer les Palestiniens morts, oui, non, mais la moitié sont de combattants. Attendez que l'on voit, attendez la fin. Et on va avoir de très mauvaises surprises, hélas, parce que ce sont nos enfants qui meurent. Mais ça, je respecte tout à fait cela, mais je vous rappelle Jenin. À Jenin, on parlait de... Je préfère qu'il ne meure pas. Moi aussi. Mais à Jenin, on a annoncé un génocide. On a fait un film. On a
On a parlé des chiffres. Il y avait 52 ou 54. Je peux vous sortir 500 massacres. Hein. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une urgence, il y a une impunité. Cher Elias, laissez-moi rendre compte d'une chose simplement qui peut vous intéresser tous. À 3h30 de l'après-midi, j'avais au bout du fil Nasser, qui travaille dans le camp de Jalabia, qui était entouré d'enfants, beaucoup d'entre eux morts, qui me disait « Je suis dans ma maison, j'ai 35 personnes dans ma cave, je suis allé pendant la trêve, je suis allé chercher des tomates, j'en ai trouvé 5 à un prix exorbitant, je suis dans une situation épouvantable, faites tout pour qu'on arrête ce massacre. Rien d'autre ne compte actuellement, il faut arrêter ce massacre. Et ce massacre ne fait que du mal à l'image d'Israël. Israël ne peut pas continuer à vivre avec cette image. Israël doit se rendre compte que son image est détériorée par ce type de situation. Quelles options ils avaient? Quelles options avait Israël? L'option est facile. L'option a été déclarée par Ehud Olmert lui-même. Écoutez-moi, je vous en prie. Ehud Olmert a expliqué que ce qu'il fallait, ces deux États. Il l'a dit au moment où il quittait le pouvoir et au moment où il était remplacé par Tzipi Livni. Il y a une solution. Elle est simple. Elle consiste à retirer l'armée d'occupation de la Cisjordanie et à revenir à ce que demande le Conseil de sécurité, les résolutions 242 et 338, deux États vivant en partenariat. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'armée avant 67 et il n'y avait pas un État palestinien non plus avant 67. Il y avait un État arabe dans la région qui est aujourd'hui occupé militairement et colonisé par Israël. Mais alors je vous interromps juste... La Jordanie n'avait pas l'attitude qu'a le Hamas vis-à-vis d'Israël. Je vous interromps puisqu'on l'Égypte nassérienne, on en vient à d'ailleurs. l'offensive elle-même. Je vous propose de revoir compilation de ce qu'on a pu voir. Vous parliez d'images, regardons les images de ce qu'on a pu voir sur France 3 depuis le début de l'offensive. Des obus de mortier en territoire israélien. Pas de victimes, mais de sérieux dégâts. Après 6 mois de trêve, les habitants de ce village proche de Gaza revivent dans l'angoisse. Ils craignent de nouvelles attaques palestiniennes. Réplique immédiate de l'armée israélienne. 3 activistes frappés par des tirs de missiles, 1 mort et 3 blessés. Les islamistes du Hamas, qui contrôlent la bande de Gaza, appellent à la vengeance. C'est eux qui auront pu le cessez-le-feu avec le soutien d'une population écrasée par 6 mois de blocus économique. Avions de combat et hélicoptères d'assaut, la riposte israélienne fut dévastatrice. Une trentaine de missiles largués sur plusieurs cibles. Le quartier général de la police n'a pas résisté. Bilan provisoire, au moins 205 morts et plus de 700 blessés. L'aviation israélienne a pris pour cible les bureaux du Premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh, ainsi que les tunnels reliant Gaza à l'Égypte au sud du territoire palestinien. De son côté, le Hamas a tiré une vingtaine de roquettes, dont plusieurs ont touché pour la première fois la ville de Beersheva, située à 40 km de Gaza. Au 6e jour de son offensive sur Gaza, Israël a de nouveau frappé très fort. 2 missiles lâchés sur un bâtiment de 5 étages dans ce camp de réfugiés au nord du territoire palestinien. Un raid ciblé, l'homme à abattre était un responsable politique du mouvement islamiste Hamas. L'homme a été littéralement déchiqueté à l'intérieur de sa maison avec ses 4 épouses et 3 de ses enfants. Au 7e jour de son offensive sur Gaza, Israël poursuit sans relâche ses raids ciblés sur le territoire palestinien. Hier, 2 missiles sur 7 immeubles ont tué l'un des chefs politiques influents du Hamas ainsi que sa famille. Des tirs d'obus israéliens viennent de frapper une école de l'ONU où s'étaient réfugiées des dizaines de familles. On compte au moins 40 morts, selon un premier bilan. Des femmes, des enfants, des vieillards. Sur le terrain, les unités d'élite tentent toujours d'avancer en profondeur. De jour comme de nuit, les opérations commando se multiplient. Voilà où nous en sommes. Des commentaires sur moi j'aimerais juste, parce que je suis choqué. J'aimerais vous dire une chose, je ne suis pas le seul, je pense qu'on est nombreux à être des Européens, à vivre en Europe et en Occident et à voir la couverture médiatique. Et on a l'impression que la propagande israélienne fonctionne jusque-là. Là, ce qu'on vient d'entendre, en une phrase, c'est le Hamas qui a rompu la trêve, c'est
tout ce qui est dit, c'est la légitime défense d'Israël. Et puis, dans le massacre, on met en évidence qu'on est en train de cibler un certain nombre de membres du Hamas. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, les organisations de solidarité, les Nations Unies, qu'est-ce qu'elles disent ? Tous ceux qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est un massacre de civils, c'est un massacre d'une population. Alors moi, je trouve très cynique, je suis désolé de vous le dire, d'entendre dire, mais alors si on bombarde autant, pourquoi il n'y a pas plus de morts? Où sont-ils? Attendez, quand même, je veux dire, vous pouvez en arriver à ce cynisme-là? Les gens sont... C'est du cynisme, vous êtes dans le calcul et en essayant... Non. Je pense une seule chose, c'est que quand on entend... C'est pas à l'aveugle. Attendez, Un massacre, c'est Hama, 82, quand Assad liquide 20 000 frères musulmans. Ça, c'est à l'aveugle. Attendez, quand on frappe une école et puis qu'on tue les gens et qu'ensuite on essaye de... Est-ce que quelqu'un a ciblé une école? Attendez. Oui, après on dit il y avait des gens du Hamas et que l'ONU est en train de dire il n'y avait aucune personne du Hamas, il n'y avait aucun militant, il n'y avait aucun militaire. Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment vous pouvez être assis ici, voir ce qui est en train de se passer et ne pas prendre une position simple qui est la seule qui soit la condamnation totale et absolue de ce qu'on est en train de voir et ne pas essayer de tourner ceci en... compassion n'est pas raison. Israël est victime. C'est pas une compassion, c'est de la justice. Que si. Non, je suis pas du tout dans la compassion, je suis dans l'ordre de la justice. Madame, je comprends parfaitement votre réaction et je comprends parfaitement votre émotion. C'est celle que moi j'ai éprouvée de mon côté dans des circonstances différentes. Vous ne l'éprouvez pas là? Écoutez, oui, bien sûr. Est-ce que vous l'éprouvez là? Mais écoutez, voyez. Est-ce que vous condamnez ça? On ne fait pas ici une discussion à l'estomac. Bien sûr que non, je ne le condamne pas. Vous ne condamnez pas ça? Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça vous suffit. C'est-à-dire que les civils palestiniens ont moins de droits que les civils israéliens. Mais moi, si vous voulez, je ne fais pas un débat à l'estomac pour vous raconter la pauvre femme du kibbutz Metzer et de son fils qui ont été poignardés dans la nuit. On peut aller loin comme ça et on n'ira pas très très loin. Je vais plutôt vous dire ceci. Il me semble que dans cette affaire, il y a un jeu d'échecs derrière ces choses affreuses qui, bien entendu, ne me plaisent pas plus qu'à vous. Ça, je m'en doute. Mais d'ailleurs, je ne vous accuse pas de vous complaire dans les massacres qu'ils ont pu avoir dans l'autre camp. Ce n'est pas du tout mon but de vous stigmatiser. Mais en revanche... en passant, vous le faites, mais allons-y. Mais non, vraiment, ce ne sont pas des formules, c'est vraiment ce que je pense. Ce sont des formules, monsieur. Condamnation de tout meurtre de civils, parce que ce sont des meurtres. Non, vous ne pouvez pas, parce que vous allez vous mettre dans une situation impossible. Mais allons-y maintenant. Le problème, c'est que Sharon gagne des élections contre tous les colons qui ne veulent pas partir, en enlevant un petit nombre pour commencer, et en disant, en évacuant Gaza, Israël n'a pas diminué sa sécurité, elle l'a augmentée. Et cette phrase, malheureusement, est démentie par d'abord le djihad islamique, qui est le faux-nez des services secrets iraniens, et qui entraîne Hamas dans une logique où probablement, là je vous rejoindrai, on aurait dû faire quelque chose pour qu'ils ne se joignent pas. Mais le fait est là. Et à partir de là, eh bien c'est très simple. Il faut évacuer la Cisjordanie, il faut cet État palestinien. Mais vous savez que l'aéroport de Lod, qui a d'ailleurs été utilisé partiellement par l'autorité palestinienne avant la construction de l'aéroport de Gaza, est à 12 km de cette frontière. Imaginez une roquette, comme je dois dire en bon français, qui tombe sur un avion. C'est-à-dire que le seul aéroport d'Israël est inexistant. Autrement dit, la stratégie de la tension consistant à rendre, non pas gravissime, mais inopérante la vie dans une trentaine de communes israéliennes autour de la bande de Gaza, est une stratégie qui a été faite délibérément, parce que depuis très longtemps, vous votez pour le Likoud. Et vous souhaitez que la droite la plus dure en Israël perdure, parce que vous ne voulez pas de ce règlement. Or, Mahmoud Abbas est d'une autre opinion, et Al-Fatah est d'une autre opinion. Donc, je pense pour ma part que si le parti Kadima et le parti travailliste qui souhaitent rendre la Cisjordanie assez vite, et en évacuant la quasi-totalité des implantations qui seront sur ce territoire, et Olmert, dans son discours de démission, a annoncé que 100% du territoire de 67, par des rétrocessions de territoires israéliens compensatoires, et Jérusalem-Est... Ça, c'est ce qu'il a dit, mais est-ce que c'est ce qu'il fait? Mais écoutez, pour le faire... Parce qu'il y a 12 000 colons qui se sont installés quand 8 000 ont quitté Gaza. Il a une démocratie. Il a une démocratie. Certains de ces colons, comme vous les appelez à juste titre, se sont installés dans des territoires que Arafat avait accepté de laisser à Israël dans l'échange général dès l'an 2000. Ils ne sont pas installés au milieu de la Cisjordanie à provoquer la population. Pour le reste, bien évidemment, c'est une démocratie. Et il faut battre les adversaires du processus de paix. Il faut arriver avec des résultats. Sharon, outre son accident vasculaire, a dit, en évacuant Gaza, vous verrez, la tension va baisser. Elle a monté.
Kadima a dit nous allons négocier, nous allons stabiliser Mahmoud Abbas. Il a été balayé par un parti dont le programme est quand même connu de tous les Palestiniens, qui est un peuple très politisé. La question de Gaza était un moulinet à deux bras. On évacuait d'une part, et c'est à ce moment que le mur s'est lancé sur le territoire cisjordanien.